Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'honneur m'échoit ce matin pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à la 13e édition du Sommet international de la finance qui est organisé cette année par le groupe Croissance, la Banque de la République d'Haïti et le Centre de facilitation des investissements. Le Sommet de la finance s'est imposé au fil des années comme le plus grand rendez-vous annuel de la finance en Haïti. Cette année, le thème, c'est financer l'éco 2, développement, l'économie et l'écologie. Permettez-moi de vous remercier, vous tous qui avez fait le déplacement pour venir ici jusqu'au Marriott, et également vous qui allez suivre le sommet sur les deux plateformes, à savoir la plateforme haïtisommetfinance.com et aussi la plateforme Profin TV. Vous serez nombreux à suivre cette programmation riche pendant 3 jours. Il va y avoir des débats, des réflexions, des panels, des interventions. Donc, vous serez gâtés. Permettez-moi d'appeler celui sans qui tout cela ne serait possible, l'instigateur. J'appelle M. Kessner Farrell. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. J'appelle également le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean Baden-Dubois. La Banque centrale, c'est l'un des piliers de ce sommet, donc, qui est toujours aux côtés de Groupe Croissance et pour l'organisation de ce grand événement annuel sur la finance. Monsieur le gouverneur, sous vos applaudissements également. Merci Patrick Saint-Pré, merci le public qui a fait le déplacement et tous les internautes à travers le monde pour cette nouvelle édition, c'est la 13e. Ça a commencé après le tremblement de terre en 2010. Donc, vous pouvez imaginer, lorsqu'il y a des menaces, il y a des opportunités. Ça a tenu la route, je pourrais dire, même pendant la période très difficile de Covid-19. Et je ne dirais pas qui nous avait conseillé de maintenir, mais il y a quand même quelques complices dans la salle, de maintenir le sommet sur Internet particulièrement pour permettre de ne pas briser l'esprit. C'est ce que nous avons fait. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons des plateformes qui arrivent à couvrir ce sommet à travers le monde. Le titre est assez provocateur pour un économiste parce qu'en général, quand on parle de croissance économique, on a tendance à oublier les coûts que ça peut avoir, particulièrement l'environnement. Et sur les 13 éditions, on n'a jamais répété de thème. Et c'est ainsi que nous avons pu voir la croissance économique et bien sûr l'aspect écologique en quelque sorte. D'où l'éco 2, c'est le développement à travers le monde, on en parle aujourd'hui, le changement climatique. Très intéressant puisqu'il y a un expert qui aime bien le climat. Donc, on va gérer ça avec l'économie. Donc, il faut prendre ça en considération. Voilà, Patrick, comment on a pu avoir cette idée, Haïti Climat qui est avec nous. Et on parlera d'argent. Ce ne sera pas un sommet sur l'aspect technique pour réduire le changement climatique, c'est le financement, mais on aura certainement à discuter de tout cela. Tout à fait, Kessner, et cela trouve son intérêt, et dans le sens que depuis 1971, Haïti perd presque 2% de son PIB chaque année à cause des catastrophes naturelles, et c'est une donnée qui a été publiée par la Banque mondiale en 2017. Haïti fait partie malheureusement des 3 pays les plus vulnérables au monde et par rapport aux menaces que représentent les changements climatiques. Vulnérables à 2 niveaux, et que ce soit par notre incapacité à répondre lorsque les catastrophes surviennent. Et aussi, il ne faut pas oublier que Haïti est un petit État insulaire en développement avec littoral, ce qui complique vraiment les choses parce que 75% du territoire d'Haïti se situe dans la zone, sur la zone côtière, donc avec littoral, donc c'est assez préoccupant comme ça. Donc, d'où l'importance du thème retenu cette année et c'est ce qui a vraiment motivé Haïti Climat puisque il ne faut pas faire cette décantation quand on parle d'économie, on ne tient pas compte des menaces climatiques. Or, je dirais que cette question est top priorité dans l'agenda mondial. Donc, C'est bien ça. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a la croissance économique de 1, 2, 3%, on en a besoin pour améliorer les conditions de vie. Mais le réchauffement de la Terre, c'est là également. Donc, l'énergie, c'est un élément fondamental dans la vie. Ça ne date pas d'hier, ça remonte à des siècles. On avait le bois, on est passé au charbon de bois, on est arrivé au pétrole, donc c'est toute une historique. Donc, d'ailleurs, on dit que le 18e siècle a été dominé par le charbon de bois.
Ensuite, au 19e siècle, le berceau de la révolution industrielle avait bien compris que c'était nécessaire de pousser le plus possible cette énergie pour avoir la croissance économique. Le pétrole a été découvert au 19e siècle, mais exploité seulement au 20e siècle, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et en quelques décennies, on a vu ce qu'on appelait une forte croissance économique, mais on avait négligé les coûts. Et voilà le changement climatique qui nous rappelle, donc c'est la survie de l'humanité. On essaie de dire aux Haïtiens, faites attention. On se plaint, on voit ce graphique-là que vous avez avec cette décroissance, ce sentier de la décroissance, mais c'est lié à des chocs pétroliers. D'ailleurs, le premier choc pétrolier, c'était en 1974, lorsqu'on a eu cette situation inflationniste. On a eu un deuxième choc à la fin des années 70. Et nous, en Haïti, on subit des chocs au niveau pétrolier. Que ce soit en 2018, on se rappelle très bien ce qui s'est passé avec les journées de 6-7 juillet, donnant lieu à un pays loc, et on voit comment la chute a continué. Que ce soit en 2022, récemment, l'ajustement des prix, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette décroissance, ce n'est pas seulement l'instabilité politique, mais il y a l'énergie, il y a le pétrole derrière tout ça qu'il ne faut pas négliger. Donc, on pourrait dire, quand est-ce qu'on va finir avec cette décroissance? Mais la prochaine croissance qu'on est en train de construire ne peut être construite sur l'ancienne énergie, ce qu'on appelle l'or noir pour certains, mais une énergie considérée comme une énergie sale. Et vous allez voir, n'arrive pas à déplacer. C'est où ça mon appareil? Vous pouvez déplacer pour moi parce que ça ne marche pas. Il doit pointer vers quoi? Donc, si tu permets, Kessner, par Allez-y. rapport aux commentaires que tu viens de faire sur l'énergie, il y a des choix à faire. Donc, de plus en plus, on parle de transition énergétique. Et surtout, nous sommes un pays à fort potentiel et pour le développement ou pour le déploiement des énergies renouvelables et dans les différentes COP. Donc, on en parle tout le temps. Donc, comment amener les pays à suivre une croissance de plus en plus vertueuse, donc qui utilise les énergies renouvelables en lieu en place des énergies fossiles qui sont vraiment dommageables pour la planète. Tout à fait. Remontez en arrière parce qu'il y a un slide qui nous intéresse considérablement. OK, voilà. Voilà les subventions. Bon, le gouverneur déjà connaît bien ces chiffres parce que chaque fois les subventions augmentent, on sait à quel point on va frapper pour financer tout ça. Regardez en 2019-2020, on avait des subventions au secteur de l'énergie en Haïti de plus de 25 milliards de gouttes. Ça a chuté en 2021 à 16 milliards. Ça a remonté à 27,6 milliards, 21-22. Et 22-23, ça a chuté. Donc, ce sont des subventions, que ce soit à la pompe ou encore l'EDH. Ces subventions, je les ai comparées maintenant avec des secteurs considérés cruciaux pour l'économie. Regardez l'éducation en bleu. Regardez la santé en rouge. Regardez la sécurité. Ça, c'est les fonds pour la police nationale d'Haïti. Et vous allez voir le vert qui représente les subventions au secteur de l'énergie. Qui veut dire, en 19-20, on a supporté le secteur énergétique beaucoup plus que l'éducation, que la santé et la sécurité. Ça a connu une baisse en 2021, donc ça a remonté à 29 milliards pour l'éducation, mais 16 supérieurs et à la santé et à la sécurité. En 21-22, il y a eu une chute et 22-23, la chute a été maintenue. Mais, excusez-moi, 21-22, ça a été beaucoup plus élevé, c'est 7 milliards. Donc, voilà des concurrents, des suspects qu'on pourrait dire. Donc, lorsque vous mettez beaucoup plus d'argent sur l'économie, au niveau des subventions, il en reste moins parce que les ressources sont rares et limitées et les besoins sont illimités. Et là, le gouverneur sait mieux que nous, cette ligne en bleu, les importations, la facture des produits pétroliers, ça agit sur la balance commerciale. Ça agit sur le déficit budgétaire également, avec les subventions. Et regardez le taux de change. Donc, au fur et à mesure que vous mettez beaucoup plus d'argent pour cette facture pétrolière, donc le taux de change, le dollar s'apprécie par rapport à la goutte.
Et on va voir pour le taux d'inflation. Ça se traduit sur le niveau de vie de la population. Le service de la dette. Il y a la dette interne, parce que lorsque le gouvernement a besoin d'argent pour les subventions, donc c'est une dette auprès de la Banque centrale, et vous regardez comment la dette interne. D'ailleurs, cette année, la principale allocation de notre budget n'est autre que le service de la dette. Donc, il faut voir la tendance qui se produit et l'impact que ça va avoir lieu. Donc, on revient avec ça encore. Donc, c'est la principale raison que nous allons avoir, que ce soit les finances publiques demain, la politique monétaire également, pour réfléchir sur ce problème énergétique. La politique énergétique doit venir avant même toutes ces politiques. Donc, si on prend des mesures fiscales, on prend également des mesures monétaires et le problème énergétique n'est pas résolu, donc on reviendra à la case de départ et le problème sera maintenu en quelque sorte. Donc, vous avez bien compris pourquoi on a choisi ce thème, pourquoi on a mis l'énergie au centre de toutes nos discussions, parce que c'est fondamental pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie de la population, pour qu'on ait à faire des choix moins douloureux pour cette population. Donc, vous aurez plusieurs panels. On aura après, vers 11h30, 4 ingénieurs pour nous parler de la politique énergétique, des acteurs qui peuvent nous dire voilà ce qui va se faire. On parlera également de développement durable. Nous sommes contents d'avoir les Nations Unies avec nous parce que il faut bâtir sur une base solide. Il faut voir l'éducation, la santé. Et pour les jeunes que nous avons invités, parce qu'il y a beaucoup d'universitaires qui participeront avec nous, c'est de voir votre avenir et de participer le plus tôt possible dans la reconstruction de ce pays. Ce que vous avez là devant vous, c'est un héritage lourd, mais ça peut être intéressant si vous vous engagez pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions et que cette reprise économique, le sentier de la croissance, peut être beaucoup plus intéressant. Parce que lorsque vous sortez d'en bas, ça peut vous donner beaucoup d'opportunités. Je ne cesse de répéter que ce soit les États-Unis, avec un programme qu'ils ont mis en place, plus de 350 milliards de dollars américains pour investir dans la transition énergétique. Le Canada, le mois dernier, a voté son budget avec plus de 80 milliards de dollars américains de transition énergétique. On parle de croissance verte, industrie verte, tout devient vert. Donc, comment vous positionnez dans cette zone avec ce mouvement géopolitique, cette fragmentation qu'il y a dans le monde, démondialisation? Donc, Haïti devra réfléchir de manière stratégique pour se positionner, que ce soit à l'interne, également à l'externe, pour bénéficier, lorsqu'il y a des menaces, de grandes opportunités. Voilà les grandes thématiques que nous aurons pour cette journée et les différents panels que nous aurons réalisés pour cette journée. Merci Kessner pour ce tour d'horizon. Donc, comme vous avez suivi, il y aura une programmation vraiment riche pour cette première journée. Donc, maintenant, il me sied l'honneur d'introduire le gouverneur, M. Jean-Baden Dubois. Donc, j'aimerais lui demander d'entrée de jeu avec quel sentiment la BRH participe à cette 13e édition du Sommet de la Finance. Et aussi fort de tout ce que vient d'annoncer M. Farrell. Il a deux chapeaux. Ingénieur, ça veut dire qu'on comprend bien l'énergie et le financement à travers la Banque centrale. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Saint-Pré. Je pense que Kessner Farrell a fait le tour. Je n'ai plus rien à dire. Au contraire, au contraire. Et je commence d'abord par saluer tous ceux qui sont en ligne, en particulier les membres du gouvernement qui sont en ligne, à commencer par notre Premier ministre, qui probablement nous suit en ligne, et certainement le ministre de l'économie et des finances aussi, les autres ministres. Je salue la directrice du CFI. Je salue aussi les représentants du système financier, dont nous avons l'un des membres en fait ici avec nous. Je salue toute la communauté internationale. Nous avons des représentants de BINU qui sont avec nous ici. Et je salue certainement tous les internautes. C'est l'occasion pour moi de leur dire bonjour et leur souhaiter aussi une bonne participation à ce sommet sur la finance.
Pour revenir à ta question, avec quel sentiment que nous participons, en fait, je dis nous, c'est-à-dire que la BRH qui est représentée, je salue aussi tout le conseil d'administration et certainement le directeur général qui est toujours là et qui est présent. Et je tiens vraiment à féliciter M. Farrell pour, je dirais, c'est plus que de la constance, c'est de la résilience. 13 ans à faire ce sommet sur la finance, année après année. Et je me souviens effectivement, quand la COVID est arrivée, que tu as voulu abandonner, mais il y a eu un ange gardien qui t'a dit de continuer, et complice aussi. Et ceci est extrêmement important, et je pense que les jeunes qui sont là, que je salue, les jeunes universitaires, je pense que c'est important de prendre cette leçon de résilience qui nous est donnée par l'organisation de ce sommet, mais aussi par la majorité des Haïtiens qui acceptent de rester en Haïti aujourd'hui. Pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce qu'ils ont décidé de rester. Nous vivons, ce sommet arrive dans une situation extrêmement difficile et complexe. Une situation sociopolitique très difficile, douloureuse même, et pour certaines familles, très douloureuse. C'est une situation qui affecte l'économie. C'est-à-dire que quand dans un pays, il n'y a pas la circulation de biens et de personnes, quand il ne peut pas y avoir de production, c'est difficile de parler d'économie. Et c'est dans ce contexte que nous sommes, en fait, que ce sommet arrive. Mais comme si cela n'était pas suffisant, l'économie mondiale ne va pas mieux. Et nous subissons les contre-coups de l'économie mondiale. On peut le voir dans la dernière publication de l'IHSI, que l'inflation importée est à plus de 61% contre l'inflation locale qui est à peu près à 41%. Ce qui veut dire que de manière globale, dans l'économie en général, la majorité des banques centrales sont en train de faire un certain resserrement. Ça veut dire qu'ils sont en train de monter les taux d'intérêt. Et ceci a un impact certainement sur la demande globale, ça a un impact sur les emplois et ainsi de suite. Et nous-mêmes, en Haïti, nous subissons de plein fouet ce qui se passe au niveau international. Quand l'inflation augmente aux États-Unis, ça veut dire que les travailleurs aux États-Unis, nos parents, nos amis qui nous envoient des transferts ici en Haïti, ont moins de revenus à garder et qui peut être envoyés en Haïti. Et on a remarqué cette année que les transferts de la diaspora par rapport au mois de février ont diminué déjà de 5%, même un peu plus. Et bien sûr, s'il y a une pression sur la demande internationale, les exportations vers les autres pays sont plus difficiles. Et nos exportations ont diminué de près de 20%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que au niveau de notre balance des paiements ou de notre balance commerciale, l'écart, il y a un plus grand écart qu'il faut combler. Et ceci n'est pas sans effet sur le taux de change. Donc, c'est juste pour dire que ces problèmes qui arrivent, renforcent un peu plus la nécessité d'avoir ce genre de sommet en Haïti. Certains pourraient dire un sommet de plus. Non, il faut continuer la réflexion. Il faut poser les problèmes. Et c'est en posant les problèmes qu'on va finir par trouver des solutions et discuter de ce qu'il faut faire et à partir de là, mettre les bases et pouvoir avancer. Donc, ceci étant dit, donc, je souhaite certainement à tout un chacun un bon sommet et nous allons continuer cette discussion. Merci.
Gouverneur, vous avez certainement été surpris par la thématique écologie, économie. Je disais que vous êtes ingénieur. On a vu l'importance de l'énergie en quelque sorte. Vous êtes ingénieur électrique, mécanique, civil. Bon, industrie, ça ne fonctionne pas sans l'énergie. J'ai expliqué l'historique, que ce soit du charbon ou du bois, du charbon, le pétrole. Donc, sans énergie, ce n'est pas simplement l'économie, l'industrie, mais également comment réchauffer les maisons. Donc, vous comprenez cette situation. Comment vous, dans la politique monétaire, on verrait cette transition énergétique pour Haïti? Je sais que vous avez tout un ensemble de programmes que vous mettez à la Banque centrale en place pour favoriser le crédit. Mais est-ce que ça vous interpelle, cette transition énergétique? Comment Haïti pourrait s'inclure et comment, au niveau de la politique économique, on va supporter ça? Merci, Kester. On ne peut pas ne pas être concerné par l'écologie quand on est en Haïti. Même si on ne voudrait pas, même si on n'a pas été les plus grands pollueurs, même si on n'a pas été ceux qui sont à l'origine de ce problème, ce sont les pays les plus industrialisés qui, en utilisant le charbon et qui aujourd'hui, en utilisant du pétrole, polluent le plus l'atmosphère et ainsi de suite, nous amènent avec ce déséquilibre au niveau climatique et nous le payons de plein fouet en Haïti. Certainement, nous avons aussi fait un petit peu de désordre en Haïti. Je peux dire que quand on regarde la couverture végétale en Haïti, qui est aujourd'hui à moins de 3%, je crois, ok, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Certainement, de plus en plus, et on parle de green finance, la finance verte, et on va même beaucoup plus loin aujourd'hui en parlant de la finance verte inclusive. Ça veut dire c'est l'affaire de tous, de tout chacun. Et au niveau de la Banque centrale, nous, comme d'habitude, ce que nous faisons, c'est pas juste commencer à faire quelque chose. Nous avons commencé à regarder ce qui se passe dans les différents pays et comment les banques centrales abordent le problème. Certaines banques centrales donnent des incitations ou même parfois exigent des institutions des institutions bancaires ou financières de faire des prêts qui vont dans le sens de l'écologie et même refusent de faire des prêts dans le sens de l'écologie. Il y a d'autres institutions qui émettent des bons de façon à favoriser des activités au niveau de l'écologie. Au niveau des banques centrales, de plus en plus, c'est une thématique qui devient importante et qui est liée à la politique monétaire. Nous-mêmes, au niveau de la Banque centrale, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder différents partenaires. Nous avons des discussions avec plusieurs banques centrales. Pas plus tard que la semaine dernière, au cours des réunions du FMI, j'ai participé avec plusieurs autres gouverneurs de banques centrales où le problème de la finance verte et inclusive était posé. Et il y a plusieurs manières de l'aborder. En Haïti, nous devons certainement y penser et faciliter, que ce soit au niveau monétaire ou au niveau fiscal, donner des facilités de façon à encourager l'investissement dans tout ce qui permet de réduire en fait cette charge écologique. Et quand on regarde par exemple le plus gros poste d'importation que nous avons au niveau du pays, c'est le pétrole. Alors que nous avons le soleil gratuit. Et en Haïti, aujourd'hui, on n'a même pas une voiture électrique. Bon, ça se comprend aussi. On n'a pas d'électricité. Mais il y a des éléments, des efforts qui peuvent être faits, que ce soit au niveau, par exemple, les motocyclettes. Dans beaucoup de pays, maintenant, les motocyclettes fonctionnent avec de l'énergie verte. Ça veut dire qu'ils peuvent trouver, en fait, avec des batteries rechargeables et ainsi de suite. C'est des avancées qui peuvent être faites. Et autre élément, je félicite, il y a une banque aujourd'hui, et je crois aussi le FDI va rentrer dans ce programme, où
ces banques-là financent l'énergie. Et BNC a un programme où on peut financer en fait une installation solaire chez soi. C'est déjà un bon pas. Il n'y a pas encore de circulaire de la Banque centrale qui oblige les banques à aller dans ce genre de financement, mais ça va venir. Ça va venir, mais ça ne peut pas venir comme dans un vase clos. Il faut que ce soit globalement au niveau de l'État qu'il y ait effectivement cette approche vers une finance verte inclusive. Donc, nous y sommes. Les politiques sectorielles alors, politique énergétique, politique éducative. Absolument, tout ça. Et c'est tout l'écosystème qu'il faut repenser et profiter de cette mouvance pour aller dans ce sens qui, in fine, sera à l'avantage d'Haïti. On aurait pu parler d'autre chose aussi, du reboisement qui est un problème qui doit être posé en Haïti. Le problème du reboisement doit être posé. Et tout ceci, en fait, va rentrer dans une approche globale, pas plutôt une approche sectorielle, mais une approche globale, de façon à ce qu'on fasse cette transition en Haïti. Et je crois que c'est fondamental. Tout à fait, gouverneur. Vous avez parlé de finances vertes inclusives et émissions de bons, donc on parle à l'international de green bonds. Maintenant, tout ça, il faudrait qu'il y ait l'architecture. Donc, quid du projet de marché financier en Haïti? Comment est-ce que ça avance? D'ailleurs, pour parler de finances vertes, il faudrait qu'il y ait d'abord toute une infrastructure pour pouvoir supporter tout ça. Et le marché financier, ça avance très bien. Et on a pris du retard et qui est dû essentiellement aux problèmes sociaux que nous avons confrontés en Haïti. Et il ne faut pas oublier qu'on a fait pratiquement 2 mois de lock. On a pu travailler, mais ça nous a forcé aussi à ralentir un petit peu la course pour d'autres raisons aussi. Et on a dû faire face à ce qu'on appelle un départ de compétences, parce qu'on a eu, je suppose que toutes les institutions haïtiennes font face à ce problème où les jeunes compétences... Une fuite de cerveau. Une fuite de cerveau. Donc, la Banque centrale n'a pas échappé à ça. Aucune institution, en fait, que ce soit au niveau financier. Et d'ailleurs, au niveau de la Banque centrale, nous avons commencé à faire une enquête au niveau du système financier pour voir à quel niveau cette fuite de cerveau peut les affecter. Parce qu'il faut aussi, nous devons regarder quel risque, en fait, qu'il y a aussi au niveau de cette partie. Donc, pour le marché financier, comme je l'avais dit, c'était en 2 parties. Il y avait d'abord les obligations du Trésor qu'on voulait mettre disponibles pour tout un chacun. Du côté technique, tout a été fait. Les formations ont été faites avec les institutions financières et les formations ont été faites avec les coopératives et les institutions de microfinance, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud. Donc, les formations ont été données. Et on est vraiment sur la dernière ligne droite pour pouvoir le faire. Les tests, les institutions financières ont commencé à faire les tests d'acceptance. Donc, on est prêt pour pouvoir lancer et donner accès à tout un chacun au bons du Trésor. Mais il n'y a pas que les bons du Trésor. Et la question est extrêmement intéressante parce que ce n'est pas juste marché financier ou bien juste bons du Trésor et vendre des bons. Ce qui est important, c'est que on doit pouvoir élargir le marché et donner accès à plus d'individus. Il faut donner le choix à l'épargnant. L'épargnant qui a son argent dans une banque aujourd'hui et qui touche comme intérêt 0,2%, devait pouvoir avoir le choix de pouvoir acheter de bons du Trésor qui serait à 11, 12, 13 ou 14% éventuellement. Donc, et que ce ne soit pas seulement un outil financier qui soit à la disposition exclusive des banques et certaines institutions financières. Donc, on est très avancé là-dessus.
eh bien, il y a un élément que je dois dire qui était déjà là, mais qui n'est pas très utilisé. C'est ce qu'on appelle les obligations corporatives. Les obligations corporatives, ça veut dire que une entreprise peut décider de lever des fonds auprès du public. C'est ce qu'on appelle une obligation corporative. Cette obligation corporative aussi donne l'accès à un individu ou encore le choix à un individu de pouvoir investir dans une compagnie X, Y, Z. Bien sûr, pour que cette compagnie puisse émettre les obligations corporatives, il y a des conditions. Pour que la Banque centrale donne son autorisation et son OK pour que cette compagnie puisse émettre des obligations corporatives, il faut que nous nous assurions que la compagnie est solide. Il faut que nous nous assurions que la compagnie a ce qu'on appelle un pattern de profit et que cette compagnie sera en mesure de payer les obligations quand les obligations arrivent à échéance. Et donc, ceci est ouvert et c'est extrêmement important dans un marché pour que d'autres personnes puissent avoir accès à la création de richesses. Ce qui serait intéressant pour nous au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement en général, ce serait que pour chaque goutte de profit qui est créée, il y a une partie qui est partagée avec beaucoup plus d'individus au lieu que ce soit partagé exclusivement avec les investisseurs dans la compagnie. Donc, ceci a été fait. Autre élément encore, pour avoir un marché financier où des individus peuvent investir dans une compagnie, il faut que l'on soit sûr des chiffres de la compagnie. Or, en Haïti, on a un problème, c'est que personne ne fait confiance aux chiffres d'une compagnie. C'est dans cette optique que vous pouvez voir que la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances, nous avons signé avec l'OCPA, qui est un organe de régulation des entités de comptabilité et d'audit, pour nous assurer qu'il y a suffisamment de firmes de comptabilité et d'audit qualifiées qui puissent auditer les compagnies. Et au niveau de la Banque centrale, en tant que superviseur et régulateur du système financier, nous exigeons que les grandes institutions financières soient auditées par une firme et changent de firme d'audit tous les 3 ans. Mais aujourd'hui, il y a seulement une firme d'audit en Haïti pratiquement capable d'auditer les grandes institutions financières. Donc, le partenariat BRH, ministère de l'économie et des finances, et l'OCPA devrait pouvoir faire sortir sur les 4 années entre 8 et 10 grandes firmes d'audit capables d'auditer les institutions financières. Dans le même train, nous allons profiter aussi pour avoir ce qu'on appelle une norme standard en Haïti. Et nous encourageons fortement à faire la transition vers la norme IFRS. C'est une norme internationale, ce qui veut dire que ça permettra à nos compagnies d'être ouvertes vers l'extérieur pour les investisseurs. Ça veut dire qu'un investisseur à l'extérieur, connaît probablement, si l'investisseur ne connaît pas, mais son comptable connaît la norme IFRS. Et on veut que cette norme IFRS devienne un standard en Haïti, de façon à ce que les chiffres puissent être utilisés et comparés à travers, deux mêmes compagnies dans un même secteur, on puisse les comparer sans trop de difficultés. Donc, ceci va ouvrir le champ au marché financier quand on va passer et dans le cadre, ceux qui veulent investir au niveau du capital d'une compagnie. Mais
l'élément fondamental aussi, c'est que ceci va permettre d'avoir une certaine transparence et obliger les compagnies haïtiennes à aller vers une bonne gouvernance de façon à pouvoir lever des fonds pour avoir des investisseurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui t'arrêtent même investir dans la compagnie haïtienne, mais ils ont besoin sûr que chiffre, c'est bon chiffre. Et la compagnie dit qu'il fait profit, et que c'est effectivement profit que le fait. Donc, voilà et où nous en sommes. Nous allons très vite et malgré la situation difficile, nous continuons à avancer et le marché financier va devenir certainement une réalité. Et dans un mois maximum, l'élargissement des bons du Trésor, tous les Haïtiens, tous les épargnants peuvent avoir accès aux bons du Trésor à travers n'importe quelle institution. Il y a une innovation quand même au niveau du marché financier. Si je veux acheter un bon, si mon argent peut être dans n'importe quelle banque, mais je ne suis pas obligé d'acheter le bon du Trésor dans la banque. Je peux utiliser avec le système que nous avons mis en place, on peut acheter le bon du Trésor à partir du moment qu'on a un compte dans une banque. On n'est pas obligé d'aller dans cette banque pour acheter le bon du Trésor. Voilà, merci. Merci beaucoup, gouverneur. Et au risque de me tromper, le projet de marché financier va donner un grand coup de fouet à l'inclusion financière en Haïti. Parce que vous le savez tous, nous avons un taux d'inclusion financière vraiment bas, si ce n'est pas l'un des plus bas de la région. Donc, vivement que ce projet vraiment prenne corps et que ce projet décolle. Mais pour en revenir au sommet, et gouverneur, au thème du sommet, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les implications de la Banque centrale dans le financement de l'économie en Haïti? Parce que le thème, c'est financer l'éco 2 développement. Il ne faudrait pas que le FMI t'entende. Parce que le FMI n'aime pas entendre une banque centrale financer l'économie. Et ce que le FMI va te dire, de toute manière, ce n'est pas le rôle d'une banque centrale de financer l'économie. Et même si on a vu tous les quantitative easing qui ont été faits, en fait, c'est de financement de l'économie à partir des banques centrales. Mais quand il s'agit même les plus avancés, hein? Mais quand il s'agit d'un pays comme Haïti, un pays fragile, tu vois, donc toutes les antennes montent. Et bon, financer l'économie, donc quand on parle de financement de l'économie, il faut voir ça à plusieurs niveaux. Et la Banque centrale a voulu vraiment, avec son agenda monétaire pour la croissance et l'emploi, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, ceux et celles qui veulent, l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi, on peut le trouver sur le site de la Banque centrale. Et il y a plusieurs acteurs qui participent dans le financement de l'économie. Certainement, il y a les banques, les institutions de microcrédit, les institutions de microfinance, les sociétés financières de développement et ainsi de suite. Il y a peut-être un seul élément qu'on n'a pas vu encore vraiment dans le pays, c'est une banque d'investissement. Bon, on a bien sûr Profin, qui est une société de promotion de l'investissement, qui travaille beaucoup dans ce secteur, mais on n'a pas vraiment en Haïti une banque d'investissement. Et c'est que j'espère qu'on va finir par avoir. On a des banques de développement, on en a plusieurs, et des sociétés financières de développement, je dirais. On a FDI, on a Sofides, on a BNDA, la Banque nationale de développement agricole. Donc, ce sont autant d'éléments dans l'écosystème financier importants dans le cadre du financement. Mais très souvent, quand on parle de financement, on voit surtout le crédit. En Haïti, aujourd'hui, bon, pour faire du crédit, il faut vraiment qu'il y ait des demandeurs de crédit. Dans la situation actuelle en Haïti, il n'y a pas beaucoup de demandeurs de crédit. Et en plus, même si une banque voulait prêter aussi, il y a un phénomène, c'est que la banque doit regarder le risque
qu'elle est en train de courir. Et à ce moment-là, ça va diminuer un petit peu en fait, l'engouement de la banque à donner du crédit. La Banque centrale, pour aider au développement, nous avons regardé les secteurs, ce que nous appelons les secteurs porteurs, et nous avons mis des programmes particuliers sur place. Ceci a commencé depuis 2010, où l'on a commencé avec des programmes au niveau de l'immobilier. Vous vous souvenez probablement de CAIPAM. Donc, on a choisi des secteurs qui sont vraiment des secteurs porteurs, tels que le secteur de l'immobilier, le secteur des exportations. On a des programmes dans le secteur des exportations. On a choisi aussi le secteur des exportations et le secteur agricole, donc qui sont des secteurs porteurs. Et la Banque centrale permet d'avoir du crédit relativement subventionné. Et cependant, c'est-à-dire que dans l'écosystème même de financement, il y a un élément extrêmement important que nous sommes en train de regarder et sur lequel qui a été toujours un point focus de la Banque centrale, ce sont les MPME, les micro, petites et moyennes entreprises. Les micro, petites et moyennes entreprises, en Haïti, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une définition pour les MPME. Et c'est ce qui a expliqué que la Banque centrale a été obligée, avec Finscope, de faire ce qu'on appelle une évaluation de façon à ce qu'on puisse trouver une définition qui est standard pour les MPME. Cette enquête qui a fait intervenir près de 4000 entreprises va nous permettre, d'ici peut-être 1 ou 2 mois, d'avoir une définition de ce qu'est une MPME. De façon à ce que nous puissions, avec le gouvernement, avoir des programmes spéciaux pour les MPME. Nous avons mis en place quelques programmes pour les MPME et malheureusement, la situation actuelle n'a pas permis vraiment à ces programmes d'atteindre leur plein potentiel. Et ces programmes pour les MPME, donc nous pensons que le développement d'Haïti, comme le développement de tout pays, et en particulier la création d'emplois qui nous fait si grandement défaut, doit obligatoirement passer par les MPME. Et en ce sens, nous avons déjà mis en place avec le ministère de l'Économie et des Finances et ce qu'on appelle un fonds de garantie pour les MPME agricoles. Nous sommes en train de travailler de manière spécifique aussi pour permettre que les femmes puissent avoir accès beaucoup plus facilement au crédit. Et en ce sens, il y a un concours qui va être lancé très prochainement de façon à ce qu'on puisse trouver des entreprises dirigées par des femmes qui puissent être accompagnées de façon à ce qu'on permette aussi aux femmes d'avoir accès non seulement au support, mais aussi au crédit. Car en regardant les données dans le bureau d'information sur le crédit, on a remarqué que seulement 39% des femmes ont accès au crédit. Ce qui fait que c'est un problème sérieux qu'il faut adresser. Et mon opinion personnelle, si tu as plus mesdames qui ont fait business, je pense que nous allons aller beaucoup plus vite. Donc, ceci, c'est un élément important. Un autre élément important, et nous sommes en train de travailler avec l'AUF sur le statut d'étudiant entrepreneur, qui devrait être un statut. Ceci, en fait, a été expérimenté au Sénégal et ça marche très bien. Le statut d'étudiant entrepreneur. Ça veut dire que l'étudiant puisse sortir tout entrepreneur, qui est extrêmement important et je crois que quelque chose que nous devons encourager, car c'est une approche qui est dérivée d'un programme que nous avons déjà avec l'AUF, qui était l'insertion des jeunes sur le marché du travail.
Maintenant, faire l'insertion des jeunes sur le marché du travail, compte tenu de la structure même de l'économie, paraît relativement difficile. Ce qui peut-être n'est pas forcément plus facile, mais plus structurant, ce serait que le jeune se crée son propre job. Et dans ce sens-là, si on arrive à l'avoir de manière globale, avoir le statut d'étudiant entrepreneur qui est reconnu par l'État avec des avantages incitatifs et ainsi de suite, ceci va nous permettre de booster la création d'emplois. Et la création d'emplois est fondamentale. L'un des problèmes de l'insécurité que nous avons aujourd'hui, c'est parce que ce soit au niveau secteur public, secteur privé, nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois pendant les 30 dernières années, alors que nous avons mis plus de personnes sur le sol haïtien et ces personnes, devenant maintenant des adultes, n'arrivent pas à trouver des emplois. Donc, ce qui veut dire que la Banque centrale est très impliquée dans le financement de l'économie, pas forcément de manière directe, mais en utilisant sa capacité et son rôle de régulateur et son rôle de superviseur du système financier. Merci. Donc, gouverneur, permettez-moi de rebondir. Donc, à bien vous écouter, il n'y a pas que le facteur monétaire crédit qui participe au financement de l'économie, il y a d'autres facteurs, c'est ça? Exact. Et qui sont ces facteurs? Quels sont ces facteurs? Bon, non, il y a d'autres facteurs. Et ces facteurs, au niveau du financement de l'économie, c'est un écosystème qu'il faut créer. Et quand on regarde, il faudrait regarder d'abord l'État. L'État doit mettre en place les politiques nécessaires de façon à faciliter le financement de l'économie. Bon, bien sûr, et l'environnement nécessaire. Il y a bien sûr le secteur privé qui a un rôle important à jouer. Et je crois que c'est là que les jeunes qui sont là, d'ailleurs, vous faites partie du secteur privé, tôt ou tard, vous allez faire partie soit du secteur privé, soit du secteur public. Mais le secteur privé a un rôle à jouer dans la mise en place des infrastructures de production et de regarder et très souvent ce qui est qu'on appelle toute la chaîne de valeur. Et dans la circulaire 113, je crois, qui est sur l'agriculture, cette circulaire regarde toute la chaîne de valeur. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas obligé d'être un agronome pour développer une entreprise dans le secteur agricole. Je peux être tout simplement être dans la chaîne, je peux être dans l'industrie, c'est-à-dire que je prends en fait les intrants agricoles et je travaille, je peux être dans la distribution, je peux être dans la conservation. Il y a plusieurs éléments qui peuvent venir en place. Donc, le secteur privé est extrêmement important quand on parle de financement de l'économie. Il y a aussi les investisseurs, ce qu'on appelle les foreign direct investment. Mais quand on dit les investisseurs directs, je dis toujours les investisseurs locaux d'abord. Les investisseurs locaux doivent participer à l'investissement. Et quand je dis participer au financement, c'est pas dans le sens du crédit, mais il y a pas longtemps, j'expliquais à un ami pourquoi les entreprises haïtiennes ont de la difficulté à devenir de grandes entreprises. L'entreprise peut avoir 100 ans, elle reste une entreprise rachitique. Pourquoi? Et nous avons des cas en Haïti. C'est que très souvent, les entreprises n'ouvrent pas suffisamment leur capital. Quand une entreprise n'ouvre pas son capital, ça veut dire que même sa capacité à prendre du crédit est limitée. Parce que la banque va toujours regarder quel est le ratio sur ton fonds de roulement avant de pouvoir te prêter. Donc, fondamentalement,
Si je veux avoir une grande entreprise, je dois ouvrir mon capital. Vous voyez le lien avec le marché financier. Donc, ouvrir son capital devient fondamental. Et une entreprise qui reste avec les mêmes actionnaires, la petite famille qui reste l'actionnaire, il y a une limite à ce que la petite famille peut apporter. Donc, il faut des investisseurs, d'autres personnes qui ont leur argent, qui ont leur épargne et qui voudraient bien participer. Et c'est de ça que je félicite en fait toutes les entreprises de promotion à l'investissement qui encouragent les gens à venir investir dans des entreprises. Bien sûr, c'est un écosystème. Je dois savoir où est-ce que je mets mon argent. Donc, je dois connaître les chiffres. Voilà pourquoi on doit avoir les standards nécessaires et ainsi de suite. Mais en parlant d'investisseurs, les investisseurs locaux sont les premiers investisseurs. Et ce matin, j'écoutais Wendell Théodore sur Radio Métropole qui parlait justement des sanctions à Saint-Domingue. Mais pourquoi aller investir à Saint-Domingue? Commencez par investir chez vous. Investir en Haïti. Donc, les investisseurs locaux sont les premiers investisseurs. En deuxième niveau, on doit avoir la diaspora. La diaspora est plus à même de faire confiance à son pays pour pouvoir investir. Et puis, à troisième niveau, ce qu'on appelle les investisseurs étrangers. L'investisseur étranger ne va jamais venir en Haïti si les Haïtiens ne veulent pas investir en Haïti. Et bien sûr, à ce moment-là, donc, ils peuvent venir dans le capital. Donc, pour le financement, en résumé, on peut avoir du financement, effectivement, soit à partir du crédit, aussi, soit à partir d'investissement dans le capital et prendre le risque avec la compagnie de façon à ce que la prospérité qui va être créée, la richesse qui va être créée, va être partagée non seulement avec les fondateurs, les maîtres de l'usine, mais aussi avec tous les investisseurs. Et c'est ça justement qu'on appelle, et je veux dire, créer la prospérité, créer la richesse et une richesse inclusive. Tout à fait. Et on est presque à la fin. On parle des risques climatiques dans ce sommet, cette 13e édition. Ça paraît très structurel, mais il y a également des risques conjoncturels. La crise bancaire au niveau international, est-ce que ça vous trouble le sommet? Est-ce qu'en Haïti, on n'a aucune crainte? Comme en 2008, on n'avait pas eu des conséquences directes sur le système financier global haïtien. Est-ce que vous pensez qu'on doit réfléchir sur cette stabilité financière? Vous assurez la stabilité monétaire, mais la stabilité financière est tout aussi importante. Comment vous vivez cette crise bancaire, ce qui s'est passé aux États-Unis et même en Europe? Pas de risque de crise systémique? Vous revenez de Washington aux réunions du Fonds monétaire. Merci, Christian. Et ça me permet de répondre directement sans essayer de passer par 4 chemins. Il n'y a pas de risque pour le système financier. Le système financier haïtien se porte bien. OK? Donc, et ceci, je dois le dire, le système financier haïtien se porte bien malgré la situation délétère dans laquelle nous nous trouvons. C'est vrai que la Banque centrale a pris des mesures au niveau des circulaires de façon à forcer les banques à une certaine discipline au niveau des risques. Et ceci a porté fruit. L'autre chose, c'est qu'on a entendu parler de la faillite de la banque, de la SVB Bank, et on a entendu parler de la faillite de la banque en Europe, en Suisse, Crédit Suisse. Donc, les banques haïtiennes n'avaient pas de relation avec ces banques, donc ça veut dire que le problème ne se pose même pas au niveau de ceci. Mais je dois dire aussi que les banques haïtiennes sont très liquides. Les banques haïtiennes aussi, quand on regarde, même le crédit a augmenté et l'assise financière des banques est très stable et même en fait très au-dessus du minimum qui est demandé par la Banque centrale. Donc, ce qui veut dire que malgré la crise,
certainement, des banques ont perdu des succursales et ainsi de suite, mais le système bancaire haïtien reste sain et en très bonne santé. Donc, à ce niveau-là, je pense que les circulaires de la Banque centrale ont porté fruit, compte tenu en fait des régulations que nous avons mises en place, les règles et les normes prudentielles mises en place ont permis en fait à ces banques de respecter ces normes. Elles ne peuvent pas ne pas les respecter, mais le système financier se porte bien et on aurait aimé que tous les secteurs dans l'économie se portent aussi bien que les banques et les institutions financières. Je dois dire que vous allez avoir des présentations sur les coopératives d'épargne et de crédit, et bon, peut-être pas sur les institutions de microfinance. Certainement, nous sommes en train de regarder de près. Il y a toute une série de circulaires et de normes prudentielles qui sont en train d'être édictées pour les institutions de microfinance et de microcrédit. Et je dois dire que les institutions de microfinance et de microcrédit sont venues très tard sous la supervision de la Banque centrale. C'est à partir de la loi en 2021 qu'on a eu les institutions de microfinance sous la supervision de la Banque centrale. Et bien sûr, il y a des normes prudentielles qui doivent être édictées. Il y a peut-être une bonne nouvelle que je pourrais dire, bonne nouvelle entre parenthèses, et je dois dire que, comme on le martelait au début, que 23 juillet, c'était une date fatidique pour Haïti. 23 juillet, c'est la réunion de CAFI où l'on va décider sur le sort d'Haïti. Est-ce que Haïti va passer de la liste grise à la liste noire? Je dis bonne nouvelle entre parenthèses, c'est que les efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits et consentis. On a élaboré la nouvelle loi sur le blanchiment d'argent. La Banque centrale a émis les circulaires sur les PPE et personnes politiquement exposées, comme moi. Ça veut dire quoi? Quand on dit personne politiquement exposée, c'est quelqu'un qui a un poste au niveau du gouvernement, c'est-à-dire qu'un magistrat, un sénateur, un député, un directeur général. Ça veut dire que vous êtes en charge de deniers publics et par conséquent, vos comptes dans les institutions financières doivent être monitorés de manière beaucoup plus spéciale. Donc, nous avons fait beaucoup d'efforts et je félicite certainement le ministre de la Justice, le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, si bien que il y a encore beaucoup d'éléments à faire au niveau de la justice, mais qui ne sont pas encore faits. Mais les efforts qui ont été faits, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons, ont permis à Gafi de dire que non, Haïti ne va pas descendre sur la liste noire. On va être encore sur la liste grise en attendant que les autres efforts puissent nous sortir de cette liste grise et monter plus haut. Donc, ceci, je peux dire que cette épée de Damoclès dont on avait peur au niveau du secteur financier, on peut dire que on a passé la barre, au moins pour cette année, mais il faut continuer à faire les efforts, mettre en place les lois, en fait, la loi sur le blanchiment d'argent et ainsi de suite, et continuer à avancer. Donc, globalement, je veux dire qu'au niveau du système financier, et donc, je peux dire que pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les épargnants, les déposants peuvent dormir tranquilles. Donc, votre argent est en sécurité. Tout à fait, gouverneur. Et on ne saurait refermer cette causerie sans une annonce de votre part sur le taux de change, qui est une source de préoccupation en Haïti, avec la gourde qui perd chaque jour beaucoup plus de terrain face au billet vert. Une annonce, gouverneur. Une annonce. On obtient un de 200 gouttes, vous voulez dire? Et tout à l'heure, je l'ai dit que la situation que nous vivons n'est pas sans conséquence sur les fondamentaux macroéconomiques. OK? On est d'accord là-dessus. Ça veut dire que de plus en plus de personnes laissent le pays et ces personnes, malheureusement, ne peuvent pas laisser le pays avec des gouttes.
Ces personnes doivent laisser le pays avec du cash. Et le problème d'insécurité que nous avons aujourd'hui, c'est un problème qui pèse très lourd sur les fondamentaux macroéconomiques. Et en ce sens, on peut dire que au niveau de la Banque centrale, nous avons enlevé pratiquement toute la liquidité good que nous avons pu enlever, qui était possible d'enlever. Et aujourd'hui, avec l'effort qui a été fait au niveau du ministère de l'économie et des finances, où le financement monétaire a diminué de près de moitié, donc tout ceci est en train de donner de la force au good, de la force à la monnaie locale. Donc, la stabilité de la good est en train aujourd'hui d'être attaquée essentiellement par les anticipations négatives. Anticipation négative qui est due à la situation d'insécurité dans laquelle les gens se trouvent. Mais en ce qui concerne les goods en circulation, nous avons épongé la majorité des goods qu'il y avait dans le système et ceci va avoir un effet bénéfique sur le renforcement de la good. Et il faut s'attendre très bientôt à voir peut-être le mouvement dans le sens contraire. Bon, à défaut de rien, on prend ça. Merci beaucoup, gouverneur. Voilà qui met fin à la première causerie pour cette 13e édition du Sommet international de la finance, dont je rappelle le thème retenu, c'est financer le code 2, développement, l'économie et l'écologie. Merci, gouverneur. Il y a une annonce. Merci beaucoup. Et je dois dire, je tiens encore à féliciter M. Farrell pour cette initiative. Et je dois dire que effectivement, la situation est difficile. Mais ma conviction personnelle, Haïti ne périra pas. Tant qu'il y aura des gens qui ont décidé qu'ils vont continuer à travailler, à remettre les pendules à l'heure. Et à tous ces héros non inconnus qu'on ne voit pas parfois et qui travaillent malgré cette situation, je leur dis merci pour leurs efforts. Il y a beaucoup à faire. Il faut continuer à faire, chacun en ce qui le concerne, à faire ce qui est nécessaire pour sortir Haïti de ce trou. Et ce n'est qu'en le faisant, chaque effort peut être invisible pour l'instant, mais à force de planter, on va finir par trouver la bonne terre dans laquelle planter. Il va falloir que nous continuions à investir dans le capital humain. En fait, les deux termes les plus importants aujourd'hui et qui ont été discutés au niveau du Fonds monétaire, c'est le capital humain et l'écologie. Le capital humain est fondamental. Nous avons besoin de créer, en fait, de renforcer le capital humain. Le développement d'un pays passe obligatoirement dans l'accumulation de capital. C'est le B.A.B.A. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été inventé il y a 300 ans. Le développement d'un pays passe par l'accumulation de capital. Accumulation de capital financier et économique, bien sûr, il faut accumuler. Et accumuler dans son pays, pas l'accumuler à l'extérieur. Accumulation de capital humain. La fuite des cerveaux n'est pas une accumulation de capital. Donc, nous n'avons pas le choix, nous devons continuer à former du capital humain. Et c'est le pari, ça a été toujours le pari de la Banque centrale et c'est encore aujourd'hui le pari de la Banque centrale. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a un autre capital qu'il faut accumuler, c'est le capital technologique. Nous devons repenser Haïti en termes de technologie. C'est la technologie qui pourra nous permettre de faire ce qu'on appelle le saut, que ce soit sur la santé, l'éducation, nous devons vraiment aller dans ce sens. Et bien sûr, le tout couronné par
un engagement à la transparence et à la bonne gouvernance. Je pense que dans ce sens-là, si on continue à poser des pions, si on continue à semer dans ce sens, il n'y a aucune raison pour qu'on ne sorte pas de cette situation dans laquelle nous sommes. Merci. Merci, gouverneur. Merci beaucoup, M. Farrell. Et voilà qui met fin à cette première causerie qui a tenu lieu d'ouverture. Pour cette 13e édition, on a voulu faire différemment cette année et vous l'avez vu, on l'a fait. Merci beaucoup. On vous revient dans un court instant pour la suite de la programmation. D'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annonce la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable